Bonjour à tous et bienvenue sur Blaster. Aujourd'hui, on va se retrouver avec une invitée particulière qui a beaucoup de cordes à son arc. Je vous laisse avec la moi de tout à l'heure qui interviewera cette personne. Bon visionnage! Bonjour, on est avec Elena Lacroix, artiste pluridisciplinaire, c'est ça. Autrice, compositrice, interprète, voilà. Donc si tu peux nous parler un petit peu de toi, de tes projets en général. Alors, ouais. Du coup, comme tu l'as bien dit, je suis autrice, compositrice, interprète, musicienne, donc au départ dans Eosine, qui est mon projet principal. Okay. Donc là-dedans, j'écris, je compose tous les instruments, j'arrange et j'aide au mixage. Donc c'est vraiment un projet pour lequel je m'occupe de toute la direction artistique. C'est un petit peu mon petit bébé. Donc voilà. Okay. Donc récemment, il y a eu Tokyo Witch aussi, qui est mon projet solo. D'accord. Où je fais un peu la même chose dans le sens où je compose tout aussi, mais où je suis seule sur scène. Donc c'est fort différent. Donc du coup, je fais aussi du clavier dans un groupe de métal qui s'appelle Letum. Okay. Et je chante dans un grand collectif de musiciens liégeois qui s'appelle Utoko. Bah super. Et je fais partie de la chorale Anima aussi. Oh ouais, donc ça fait quand même beaucoup de projets. Ça fait beaucoup de projets. Donc t'es vraiment musicienne à plein temps, c'est... Non. Non ? En fait, non. Donc là, je termine mon Master 2 de médecine. Donc j'ai un examen demain. Je ne sais pas quand sera diffusée l'interview, mais j'ai examen demain. Mais mon plus grand souhait, ce serait d'être musicienne à temps plein. Oui, c'est sûr. Maintenant, avec tous ces projets-là, j'ai bien vu Eosine, ça commence quand même pas mal à décoller. Décoller, je sais pas, mais on a pas mal de choses. On est super contents. Enfin, vous allez aller au Fête de la musique à Bruxelles. Enfin, il y a quand même des trucs qui se passent. Et puis, moi, j'ai été vous voir. C'était quand ? Il y a quelques semaines au festival sous chapiteau là à l'université de Liège. Ah oui, au Rêve Général. Voilà, au Rêve Général. Je suis passée vous voir là, donc il y a quand même des trucs quand même qui se passent. Est-ce que tu as des expériences à partager parce que du coup, en tant que femme dans la musique, il y a parfois du backlash ou justement des expériences positives. Le but ici de ce podcast, c'est un peu de ratisser un peu tout ça. Voilà, c'est super chouette et du coup j'ai eu la chance et la malchance d'avoir plein d'expériences différentes. Je commençais par les mauvaises parce que c'est ce qu'il y a de plus drôle, mais donc principalement un truc qui m'arrive quand même régulièrement, c'est que je suis une fille, donc du coup je suis très souvent considérée comme chanteuse et non instrumentiste, et encore moins compositrice ou membre fondateur, ça c'est impensable. Donc par exemple, ça m'est arrivé une fois à Dour l'année passée, donc en fait je jouais 2 jours de suite à Dour, et entre les 2 jours ils voulaient plus me laisser rentrer parce que j'avais plus de place, enfin plus de passe, donc bref j'ai eu quelques petits soucis avec ça, alors que je jouais, donc ça n'a pas de sens. Et donc du coup j'ai été demandée à la sécurité qui commence à me poser un petit peu des questions, et la personne de la sécurité me dit donc tu joues dans un groupe, donc en fait ils font appel à toi quand ils ont besoin de toi, c'est ça ? Ah oui. Alors je lui dis écoute non, pas vraiment, c'est plutôt le contraire en fait. C'est plutôt moi le groupe. Et je fais un petit peu appel à des musiciens pour le live, donc c'est complètement différent. Donc voilà, ce genre de questions c'est difficile en fait. C'est pas difficile à appréhender, mais je veux dire la première réaction, c'est souvent de dire ok, c'est une fille, c'est la chanteuse, ou alors c'est la copine. Je sais bien que Lola Frichet disait c'est la copine du batteur, ce genre de choses. Donc c'est vrai que la position de compositrice n'est pas envisagée d'emblée du tout, quoi. Ouais, en fait t'as toujours des a priori, comme si t'étais pas capable, et puis il y a une question de légitimité aussi, ça c'est vrai. C'est vrai que je trouve que au-delà de l'aspect de composition, parce que quand on parle de composition, la plupart du temps, c'est j'écris les paroles, j'écris une grille d'accords, et puis les musiciens arrangent le reste. Ici, dans Eosine, ce n'est pas du tout le cas. Okay. Ici, c'est moi qui compose donc les batteries, les basses, les guitares, les synthés, tout. Et donc, du coup, il y a un côté très musical, dans le sens où pour composer, je dois enregistrer tous ces instruments-là. Oui. Et donc, c'est vrai que par contre, donc, au-delà du côté compositeur qui peut être connoté juste... j'écris mes paroles, j'écris les mélodies, j'écris les grilles d'accords, ce qui est déjà vraiment cool. Il y a plein de gens qui font ça très très bien et qui se focalisent uniquement là-dessus, ce qui peut donner d'ailleurs peut-être plus de profondeur dans l'écriture que de directement vouloir composer tout. Même si la composition de tous les instruments, je trouve qu'il y a un côté
très cohérent et qui fait vraiment le fil rouge de tous les morceaux. Mais bon, voilà, je pense qu'il y a plusieurs manières de faire. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment le côté purement musicienne, est beaucoup plus difficilement saisissable pour des trucs gens en général. Oui, et puis des trucs du type tu joues bien pour une fille, tu joues bien de la guitare pour une fille, on dirait tu vas vite, tu joues pendant longtemps. Au nom de quoi est-ce que je jouerai pendant moins longtemps? Voilà. Oui, c'est ça. Donc je trouve que vraiment, au-delà de l'aspect de la composition, c'est vrai que l'aspect purement musicienne est peut-être moins, et en plus, je pense surtout aux batteuses qui sont peut-être celles qui souffrent le plus de ça. Oui. Tu joues bien pour une fille, ce genre de choses. Mais même les bassistes aussi, moi je joue un peu de basse. J'ai commencé, je joue de plein d'instruments, je viens d'une formation musicale classique. Génial. Et donc je joue aussi un peu de guitare, mais j'ai vite mis ça de côté parce que quand tu veux commencer un groupe, des guitaristes, il y en a plein. Et donc... c'est facile de trouver des bons guitaristes, tandis que trouver des bons bassistes, il n'y en a pas, ou des bonnes batteuses ou batteurs, il n'y en a pas non plus des masses. Moi, je vois bien, du coup, avec ton batteur de chez Ozine, il est dans 5 groupes différents parce que tout le monde le veut, parce qu'il joue bien. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai eu aussi droit à des remarques comme ça de « Ah, mais... t'es sûr que tu veux jouer de ça aussi, oui. Donc même avant de commencer, même le fait de se diriger vers l'instrument, c'est déjà un truc. Tu veux pas faire du violon ou du piano ou un truc. Même si c'est très chouette, aussi, je fais du piano. Oui, moi aussi je fais du piano, donc voilà, on se sait. Ouais. Mais c'est vrai qu'aller vers la batterie ou aller... Par exemple, au chant, moi j'utilise beaucoup de techniques de métal, du style du growl, un peu de scream et tout ça. Les gens sont en mode... la première question qu'on me dit, c'est même pas tu growles bien, tu chantes bien, c'est une si grosse voix par rapport à un si petit corps. Ah oui. Donc oui, je vois très bien l'espèce de rupture que beaucoup de gens mettent et axent beaucoup sur le physique et sur le genre par rapport à simplement la musique et la maîtrise d'un instrument. Oui, ce qui est dommage. Oui, c'est vraiment dommage. Vraiment, parce que, pareil, toujours sur ce point de vue-là, j'ai l'impression que c'est aussi fort axé justement sur le rock, le punk, le métal et tout ça. Dès qu'une fille veut faire un truc, t'es là, vu que c'est un milieu quand même pas mal ancré au niveau des hommes, il y a quand même beaucoup de groupes d'hommes, ça on en parlait pareil avec Juliette, elle dit moi, surtout dans la musique indé, c'est les mêmes gars qui font des groupes différents avec des mix and match différents en fonction des instruments. Et c'est dommage parce que il y a plein de filles qui sont super fortes et qui sont géniales, notamment je pense à Aurélie de chez Cocaine Peace, qui trop chouette quoi. Elle envoie et c'est trop con de passer à côté d'artistes comme ça parce que c'est très ancré. Mais est-ce que du coup tu travailles avec que des hommes ou t'as aussi tu collabores avec des femmes musiciennes ou pas du tout, ou c'est pas forcément un choix mais en fait, je pense vraiment que la question de choix, elle est vraiment là dans le sens où j'ai travaillé pendant très longtemps avec une chanteuse guitariste, ce qui marchait très très bien. Bon voilà, nos chemins se sont séparés pour des raisons d'ambition et d'envie, je pense. Mais directement, j'ai ressenti, et c'est pas du tout pour ça que les choses ne sont plus allées, vraiment pas. Mais directement, par exemple, notre ancien booking nous classait en groupe de rock féminin, comme si c'était devenu un genre, le rock féminin. Voilà, donc du coup, c'est vrai que je trouve qu'il y a très très vite cette connotation-là. C'est pas du tout ça que j'ai voulu éviter, évidemment. Mais voilà, donc ça, c'est vrai que je souffre un petit peu moins de ce truc-là maintenant, même si forcément, quand il y a une fille dans un groupe, c'est d'office du rock féminin, c'est classique. Mais donc, est-ce que je travaille avec des artistes féminines actuellement, dans le projet, donc on est plein, Utoko, oui, forcément, il y en a. C'est pas la majorité, mais il y en a. Et c'est vrai que par contre, là, j'ai l'impression aussi qu'il y en a tellement peu que c'est effectivement un peu tout le temps les mêmes qu'on retrouve partout. On doit être genre 4-5 à tourner dans tous les groupes. Je pense à Laetitia Collet, avec qui je travaille dans Utoko, donc la autrice, compositrice aussi dans Condor. Donc je suis une énorme fan et j'aimerais énormément travailler avec elle, mais c'est sûr que là, pour le moment, c'est vrai que ça s'est jamais mis en fait. Et je sais pas si c'est un choix, mais c'est vrai qu'il y a extrêmement peu de musiciennes. Peut-être qu'elles se montrent moins, ou peut-être qu'il y a aussi cette question de légitimité, je pense. Une timidité et une légitimité qui est remise en cause parce que justement, tu te prends des remarques avant même de te produire sur scène. Oui, c'est sûr. Tu fais de la guitare dans ta chambre, déjà tes potes, d'office, tu choisis ton entourage, mais d'office ta famille ou quoi, tu as d'office des remarques. C'est vrai que c'est peut-être à cause de ça, oui. Il y a une certaine timidité, on en parlait encore une fois avec Juliette,
ça dépend, je pense, de la famille. Moi, je viens d'une famille de musiciens, donc ça n'a pas été le cas. Mais c'est vrai qu'il y a des filles qui n'ont pas autant l'opportunité que des gars de se lancer dans la musique super jeune. Et du coup, ça crée une espèce de fossé quand même, parce que c'est clair que quelqu'un qui a commencé à jouer à 15 ans jouera mieux que quelqu'un qui a commencé à 50. Évidemment. Voilà, même s'il n'y a pas d'âge pour commencer. Moi, je suis convaincue qu'il n'y a pas d'âge pour commencer, mais c'est vrai qu'on a beaucoup moins tendance à mettre une jeune ado avec une guitare dans les mains ou avec une batterie ou peu importe, même des instruments de formation classique. On a beaucoup moins tendance à pousser les filles à faire de la musique, alors que c'est un peu bête, quoi. Donc je pense qu'il y a aussi une certaine notion. Moi, je me rappelle très bien quand j'ai commencé la musique. Moi, j'ai justement commencé vers les 15-16 ans. Ouais. Je viens aussi d'une famille musicienne, donc j'ai beaucoup pas de musiciens professionnels, mais toujours amateurs de musique, qui avaient un groupe de noise dans les années 90. C'est trop cool. Sourds, ouais, voilà. Oui, je vois bien. Donc c'est très très chouette. Mais je me rappelle quand j'ai commencé, l'immense majorité des gars, parce qu'il y avait quasiment que des gars qui ont commencé, c'était quand même fort pour draguer, pour faire un petit peu. Donc je pense qu'il y a cette notion-là aussi, à cet âge-là, qui intervient. Ça devient un outil, un peu une espèce de corde à son arc comme ça. Et vu qu'en général, c'est vrai que les gars sont quand même, en général, assez entreprenants à cet âge-là, je pense que ça devient un moyen, peut-être. Ok, ouais. Et, en tout cas, moi, je l'ai... Ouais, je vois bien ce que tu veux dire, ouais. Et moi, j'avoue que j'ai un peu commencé comme ça aussi, parce que j'ai toujours été naze pour exprimer ce que je pensais. Et il y avait effectivement... j'avais plein de choses à dire et j'arrivais pas trop à faire autrement, donc voilà. Mais je pense vraiment qu'il y a cet argument-là dans le pourquoi commencer à l'adolescence aussi. Oui, c'est vrai que les mecs, c'est je vais apprendre à jouer Wonderwall et puis c'est bon. Et je vais jouer au coin du feu et je vais c'est ça. Mes pieds, quoi. Ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup cet aspect-là. Et c'est pour ça aussi qu'à côté de ça, comme je disais juste avant, il y a beaucoup de guitaristes. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont commencé, qui se sont dit ça marche pour draguer. Et puis finalement, ça leur a quand même plu. Et donc, ils ont continué. Et voilà, moi, je prends l'exemple de mon copain qui joue de la guitare depuis qu'il a 13 ou 14 ans, je crois. Et il a pas du tout commencé pour draguer. C'était vraiment, il écoutait du Green Day et il adorait ça génial. Et il s'est dit je vais commencer. Je vais pas du tout mettre tout le monde dans le même panier. Ouais, mais du coup c'est vraiment et après il s'est rendu compte justement, c'est pour ça il y a quand même toujours ce lien. Il s'est rendu compte vers ses 15-16 ans, il dit ça marche bien quand même. Voilà. Les filles elles aiment bien. En plus vu qu'il avait déjà quelques années derrière lui, vu qu'il avait commencé à jouer avant du coup des autres mecs qui se sont rendus compte un peu plus tard que ça marchait bien, il tapait des solos et tout ça. Alors les filles étaient toutes à ses pieds et il était là vraiment en plus il est très introverti, donc c'est pareil, c'est vraiment il s'est dit ça me permet de m'exprimer et tout ça. Et du coup, au niveau de ta compo, plus au niveau des paroles, est-ce que tu t'es déjà pris des remarques justement je sais pas exactement de quoi tu parles dans ta musique. Je me suis dit, je vais laisser un peu te laisser t'exprimer justement sur tes messages ou sur comment tu t'exprimes. Mais est-ce que tu t'es justement pris des espèces de vagues de c'est trop féminin, c'est trop gnangnan et tout ça Je me suis pas pris des vagues de comme ça, mais par exemple on m'a dit t'es une femme donc forcément t'écris sur le féminisme. Donc là par contre ce genre de truc, moi je réponds très de manière très courtoise. Et donc toi tu es un homme, ça veut dire que écrit sur le fait d'être un homme, parce qu'on n'a rien d'autre à dire que ça. C'est le principe. Donc oui, ce genre de truc, ça arrive quand même souvent. Après, des choses gnangnan, moi j'ai la chance, ou en tout cas, j'ai travaillé là-dessus. J'utilise énormément de métaphores scientifiques au vu de ma formation et de mes intérêts. Donc du coup, ce qui rend mes paroles assez vagues et assez... inhabituel peut-être dans ce genre de musique-là, où le shoegaze, la dream pop, c'est un style de musique où il y a quand même des codes, où il faut utiliser le plus possible le mot stars ou sky, des choses comme ça, parce que c'est un genre de musique un peu romantique, un peu aérien, et c'est très chouette. Mais moi du coup j'aime beaucoup utiliser des métaphores scientifiques au sens large, donc il n'y a pas que du médical, il y a de la physique, il y a de la bio, il y a plein de choses, de la météorologie, tout un tas de trucs. Super cool. Et donc, mais les thématiques parlent beaucoup d'humains, parce que, comme je le disais, j'ai beaucoup de mal à exprimer des choses depuis que je suis très jeune. Ça a toujours été un truc un peu compliqué de dire les choses de manière directe et aux gens, simplement. Donc du coup c'est souvent des choses qui me tiennent à cœur et que j'exprime via ces biais-là, parce qu'il y a toujours bien une métaphore scientifique ou un phénomène scientifique qui explique
de manière relativement universelle ce qu'on a sur le cœur, et je trouve ça vraiment chouette. Mais là récemment, je viens de traverser une période un peu compliquée où j'ai eu l'impression de justement de plus être moi-même, d'avoir vraiment perdu pied dans une relation où je me suis un peu effacée. Okay. Et la musique m'a vraiment sauvée là-dedans, où j'ai exprimé énormément ça. Donc voilà, c'est des thématiques humaines et un peu existentialistes aussi. Et est-ce que ça a un rapport avec le fait d'être une femme ? Peut-être, okay. Dans le sens où je pense qu'on est plus vulnérable au fait justement de perdre pied et de s'effacer. Surtout dans des relations avec des personnes qui peut-être ont des conceptions un peu traditionnelles de comment doit être une femme. Voilà. Donc ça, évidemment, j'y fais allusion, mais c'est quelque chose de peut-être plus individuel. Je ne compte pas porter une cause à moi seule. Oui, c'est plus extérioriser ce que tu as ressenti à un instant pour avoir un côté un peu libérateur. Tout à fait. Pour te soigner quelques plaies. J'essaye, j'essaye. Mais bien sûr que ça a trait à ça, et je pense qu'en tant que femme, en plus, j'ai tendance à ressentir les choses de manière un peu violente. Je pense que je suis plus exposée à ça, oui, bien sûr. Donc avec Tokyo, je suis seule. T'es seule. Oui. Okay. Et je fais aussi plein d'instruments. Je fais principalement du clavier, puis aussi un peu de guitare, donc je fais aussi beaucoup de boucles, de la batterie, et je chante. Ok, wow. Mais je joue trop mal de tout. Mais le fait de jouer mal de tout, avec plein d'effets et plein de boucles, ça finit par faire un truc qui sonne plus ou moins, donc c'est bien. Mais maintenant, le côté DIY et tout ça, à l'époque, dans les années 90, pour les premiers groupes féminins, c'est un truc qui a vraiment été instauré, donc je pense que c'est ok. Et puis il n'y a pas de mauvais... Je pense que c'est parce que... moi en tout cas, j'ai forcé à la formation académique, solfège et tout ça. D'office, si tu joues pas comme c'est dans le moule, c'est jouer mal. Alors que je pense pas forcément. Je suis pas hyper d'accord avec cette idée justement de... Non, je suis pas d'accord non plus. Mais ça me fait penser à un sujet qu'on pourrait peut-être aborder, qui est, moi, un sujet qui me tient fort à cœur, c'est le côté de la légitimité, mais dans le sens par rapport aux quotas qui sont imposés. Parce que, nous, quand on a gagné le concours circuit, moi, je me suis posé pendant très longtemps la question du pourquoi est-ce qu'on a gagné. Ah oui, okay. Parce que le concert était bon, on a eu des bons retours, mais il y a eu cette idée quand même du « Ah oui, donc le groupe mixte, machin, des groupes de jeunes ». Donc j'ai fort pensé à de l'agisme et fort pensé à évidemment une espèce une espèce de misogynie à l'envers, en fait, finalement, parce que comme si c'était vu comme un handicap et comme quelque chose au-delà duquel on devait passer outre. Voilà, je m'exprime mal, mais... Non, mais je vois l'idée. Et donc, cette histoire de quota, beaucoup de gens disent que c'est nécessaire pour arriver à une nouvelle vision de la chose, pour arriver à ce que finalement, on n'en ait plus besoin, parce que je crois que c'est ça l'idée principalement défendue. Mais je pense qu'il y a un gros problème avec ça, c'est que ça... donc, il y a un problème de légitimité pour les gens qui en bénéficient. Oui. Moi, ça a été... C'était un peu mon cas, mais pas tant que ça, parce qu'on avait déjà des retours au préalable qui étaient bons, donc, et on a été encadrés, donc on a eu beaucoup de chance de ne pas se sentir complètement submergé par ça, avec un gros syndrome de l'imposteur. Ça, c'est cool. Mais je connais des personnes qui en souffrent énormément, dans le sens où, pour des quotas, je connais certains groupes qui ont été mis en avant sur scène, alors qu'ils n'avaient qu'un set de 30 minutes, parce qu'il fallait des quotas. Et on a été les chercher trop tôt. Ouais. Ils n'étaient pas prêts. Et donc le problème, c'est qu'ils ont eu des expériences qui étaient mauvaises, avec des retours publics qui étaient mitigés parce que pas prêts. Et donc du coup, c'est un gros problème donc, pour l'artiste qui va développer un énorme syndrome de l'imposteur, mais pour le public qui va se dire « Oh, les groupes féminins, ils sont pas bons, ils sont pas prêts, ils jouent mal, ils ont un truc qui est pas bien ficelé. » Donc je pense que ça, c'est vraiment un énorme effet secondaire des quotas qui font du mal vraiment sur les deux tableaux. Bah oui, parce qu'après, les artistes, ça peut aussi pousser à un projet à s'essouffler trop vite. Aussi, bien sûr. À avoir être découragé finalement, à se dire ça a pas été super, donc je passe à autre chose et tant pis, la musique c'est pas pour moi, alors que finalement c'est juste une question, comme tu dis, d'être prêt et d'avoir un fil rouge ou au moins avoir un set, même si
ça va de la compo au cover aussi. Enfin, ah oui, bien sûr. À partir du moment où t'as un truc qui est cohérent et enfin, ça s'entraîne, en fait. Ça s'entraîne, oui. Nous, on a eu l'énorme chance d'avoir... Enfin, l'énorme chance. Peut-être qu'il y a des gens qui diront que c'est pas une chance, mais on a commencé le groupe pendant le Covid. Ok. Et donc, du coup, ce qui veut dire c'est que pendant tout le début du projet, on n'avait pas de concert. Simplement. Et donc, du coup, quand on est monté pour la première fois sur scène, on avait déjà un set qui était full compo. Et où on avait déjà eu l'occasion de faire des petites répètes publiques ou des machins comme ça. On s'est pas fait projeter directement sur la scène. Ce qui nous a valu donc d'avoir un set qui roulait. Bon, évidemment, c'est pas du tout comme maintenant. Quand je réécoute, c'était un peu cataclysmique, mais au moins on avait ça, et on avait déjà un petit peu de recul parce que des critiques, on en avait déjà eu. Donc c'était pas la première fois qu'on s'exposait. Parce que oui, évidemment, là par exemple, on a eu récemment, désolée, je fais un peu de non, il n'y a pas de souci. En février, on a été montrer un petit peu notre tête en Flandre. C'était une première. Et donc, c'est s'exposer à un nouveau public. Et ça a été une catastrophe. On s'est fait... vraiment, on a eu des horreurs. On pense que c'est politique. Ah ouais? Mais oui. Parce que vous êtes wallon, alors... Oui, on nous a demandé ce qu'on foutait là, des choses comme ça. C'était pas très sympa. On m'a demandé, est-ce que tu viens d'Angleterre, machin, parce que je parle anglais sur scène. Je dis, non, je viens de Liège. Et la personne est partie. Donc, voilà, ce genre de truc. Et donc, on s'est dit, heureusement qu'on a déjà... des concerts derrière nous. Un bagage, Oui, bien sûr. Parce que monter sur scène pour une première fois et se prendre ce genre de truc, il y a de quoi arrêter. Ah bah oui, carrément. Il y a de quoi arrêter. Donc, le fait de projeter des groupes sur scène qui ne sont pas prêts et qui n'ont pas la confiance nécessaire que pour affronter ce genre de truc, ça peut être vraiment meurtrier, je pense. Oui, en fait, il faudrait faire les choses un peu plus en douceur. Oui. Comme tu disais, faire des répètes un peu publiques. Déjà, rien qu'inviter... Enfin, quand t'es dans un groupe ou même quand t'es solo, inviter des gens que tu connais, bien sûr, qui sont intéressés par le projet ou qui connaissent un petit peu déjà, pour vraiment faire une transition douce, parce que... Et des gens bienveillants et qui ont un avis constructif, simplement. Donc voilà, ça, je pense que c'est vraiment un truc qui peut peser très très lourd dans la tête de beaucoup de musiciennes qui ont été projetées trop tôt à cause de quotas débiles, je dis pas que tous les quotas sont débiles, parce que je pense qu'à un moment donné il y a effectivement une surreprésentation, ça c'est vrai, mais ce problème de légitimité que ça engendre, c'est vraiment quelque chose auquel peut-être on n'avait pas pensé au départ. Ouais, c'est catastrophique. Et ça fait beaucoup de mal. Donc nous évidemment avec le concours circuit. Et aussi, moi, j'ai décidé, c'est un avis qui est peut-être un petit peu controversé, mais de refuser toute participation de tous mes groupes à des festivals qui sont uniquement des groupes avec personnes sexisées dedans. Ok. J'ai décidé de faire ça pour la bonne et simple raison que j'ai envie de me battre à armes égales, parce que je m'en sens capable. Je considère mon genre comme peut-être comme une force, et puis peut-être même pas en fait spécialement, je le considère comme quelque chose qui n'entre pas en compte. Oui, qui est normal. Qui est normal et qui doit l'être. Et donc du coup, je n'ai pas spécialement envie que par ma participation dans ce genre de festival, d'événement, ce soit une arme. Oui. Et ou une faiblesse qu'on doive mettre en avant, et qu'on doive rassembler des personnes avec la même faiblesse pour qu'elles se battent entre elles, ou pour qu'elles se... j'aime pas le terme se battre, parce que c'est pas du tout se battre, pour qu'elles s'exposent entre elles, parce qu'elles n'auraient pas la capacité de s'exposer et d'avoir la même reconnaissance dans la cour des grands, même si c'est un peu horrible à dire. Donc moi, je considère vraiment aussi que ces festivals, malgré l'intention qui est excellente, évidemment, ont de nouveau cet effet secondaire on considère ça comme une faiblesse, et on considère que tu as besoin de passer par nous avant de pouvoir aller je vois bien. Dans les festivals où il y a les vrais stars, c'est-à-dire les mecs. Parce que c'est un peu ça. Oui. Donc, tu vois ça plus comme un truc... en faisant un festival avec que des personnes sexisées, on te prépare à un jour peut-être pour voir... Je trouve qu'il y a un peu ce côté-là, il y a un petit peu... Malgré les merveilleuses intentions, vraiment, des personnes qui organisent ça, je pense qu'il y a un côté quand même stigmatisant. Oui. En fait, l'idéal, ce serait vraiment de faire des festivals pour donner en visibilité à tout le monde. Oui.
Ouais. Bien sûr. Moi, la non-mixité choisie, pour moi, elle ne doit être utilisée qu'en nécessité de safe space. Oui. Pour moi. Ouais, ça, je suis d'accord, parce que c'est vrai que ce soit au sein même du public ou au sein des artistes, c'est vrai que justement, il n'y a pas toujours ces safe space, et c'est vrai que ce genre d'événement, ça peut permettre justement d'avoir des lieux accueillants où les choses se passent bien. Ça doit exister. Mais c'est ça, parce que je prends par exemple le Cultura, ils sont blindés à cheval là-dessus. Même moi, je viens d'Arlon, et je sais que vous avez déjà joué là-bas, mais l'entrepôt, ils sont forts à cheval là-dessus aussi, sur le côté vraiment safe space. S'il y a une personne problématique, elle se fait virer par le vigile, et on n'en parle plus. Et c'est vrai que à ce niveau-là, je pense que les festivals 100% pour personnes sexisées, c'est important. Mais c'est vrai que c'est, d'un autre côté, en fait, tout peut être prendre à double sens. Oui. Et donc, d'un autre côté, tu peux te dire que, c'est un peu dommage, parce que c'est ne pas mettre les femmes sur le même pied d'égalité. Et... C'est comme ça, et ça... Enfin, moi je le vis comme ça, et donc j'ai décidé avec mes projets de ne pas participer à ça. Et après, je suis peut-être biaisée, évidemment, parce que avec Eosine, on a gagné le concours circuit, et donc du coup, il y a une certaine crédibilité qui en découle. Oui. Et peut-être que des personnes qui se lancent et qui sont victimes de davantage de discrimination en ont besoin. Oui, ça, c'est important, je pense aussi, pour ces gens-là. Mais ça doit être, selon moi, ça doit être encore plus ciblé, dans le sens où ce n'est pas parce que tu as... Et déjà, le terme sexisé, je le trouve aussi à nuancer, dans le sens où je connais des personnes qui, dans la définition de sexisé, ne le sont pas, pourtant qui ont subi des violences sexuelles. Ouais. Et inversement. Donc je pense que ça doit être vraiment au cas par cas, et que par définition, comme je suis une fille, on ne doit pas spécialement me contacter pour jouer là-dedans. Et inversement, des personnes qui sont violentées, qui ont une sensibilité particulière, devraient avoir le droit à l'attention aussi. Oui, faire en fait des genres d'événements pour les minorités, mais pas spécialement pour les minorités de genre, vraiment pour les gens, les outsiders. Pour les personnes qui en ont besoin. Voilà, c'est ça, qui en ont besoin de s'exprimer sur une scène et de se sentir à l'aise, et comme on dit depuis tantôt, dans une safe space. Tout à fait. Oui, je vois vraiment ce que tu veux dire. Voilà, c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas de solution miracle, malheureusement. Et c'est ça qui est un peu compliqué. Donc c'est vrai que tous ces événements-là essayent de parer à un problème, et ça en crée d'office d'autres. Je pense que voilà, c'est comme cette histoire de quota, hein. On veut résoudre un problème en visibilisant des gens, et puis finalement ça crée d'autres soucis. Donc c'est vrai que en fait on est dans une société hyper compliquée où il y a jamais de solution miracle, ça c'est clair. Mais est-ce que du coup, par ce choix de ne pas participer à ces événements du coup dédiés aux musiques 100% féminines, est-ce que tu as déjà eu du coup des remarques par rapport à ça, du fait que tu veux pas vraiment t'engager et que tu veux juste être sur le même pied d'égalité? Mais en fait, au début, j'avais très très peur d'avancer cet argument-là. Donc, il y a des personnes qui comprennent pas, dans le sens les organisatrices de festivals ne m'ont jamais répondu, en tout cas à mes mails quand j'ai expliqué ma position. Je trouve ça un peu dommage, parce que c'est un argument ça ouvre le débat, je trouve. Ouais. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage, mais de plus en plus je remarque que les gens trouvent ça chouette, et voient ça comme une force et comme une confiance, en fait. Oui. Et de plus en plus je suis encouragée par simplement pas à ne pas participer, parce que ça ne regarde que mon groupe et moi, mais simplement pour la démarche qu'il y a derrière. Oui. Et pour les valeurs qui sont derrière. Les gens en général encouragent ça, et m'encouragent à continuer à croire en tout ça, à croire que je peux faire face, et que c'est possible, en fait. Bah oui, parce qu'en fait c'est carrément la base même de la définition du féminisme. Enfin, en tout cas, comment moi je l'entends, c'est exactement ça, oui. Et chacun a sa propre vision du féminisme, ça c'est vrai, j'en ai parlé dans mon mémoire, il y a en fait il y a autant de visions de féminisme qu'il y a de personnes sur Terre. Bien sûr. Mais c'est vrai que la définition même de la base du féminisme, c'est les hommes, les femmes sur un même pied d'égalité. Et finalement, c'est ce que tu prônes. Donc... C'est exactement ça.
c'est quand même bien. Et c'est vrai que voilà, je parle aussi beaucoup dans mon mémoire, mais même on en a parlé avec beaucoup de mes amis et qui sont musiciennes aussi, qui n'ont pas de groupe justement à cause de ce problème de légitimité, mais de cet aspect, en fait, justement de la misandrie. C'est quelque chose qui est quand même pas mal, qui peut être controversé, mais qui en même temps peut être compris. Enfin, moi, c'est quelque chose, je suis convaincue qu'on peut se servir, c'est vraiment très péjoratif, mais on peut s'entraider avec aussi les hommes, justement, pour casser les codes et avec cette... vu qu'on est dans une société patriarcale, avec cette espèce de poids qu'ils ont en plus de nous propulser, en fait, dans nos messages et tout ça. Mais je peux comprendre aussi que y ait des femmes et des personnes sexisées qui ont une espèce... une appréhension ou un rejet en fait de la masculinité et c'est vrai que on en a parlé un peu en off. Tu disais que justement c'est quelque chose que tu as un peu parfois du mal à comprendre aussi. En fait, oui, et je pense que la misandrie, elle est souvent mise en avant, en tout cas par les personnes féministes qui prônent ça. Elle est souvent mise en avant comme une critique de système, en fait, au contraire de la misogynie qui est plus individuelle. Mais je pense fondamentalement que quand, par exemple, on organise ouvertement, donc quand on est un concours, et qu'on organise un open mic en mixité, en non-mixité choisie, et qu'on exclut les hommes cis, je pense que c'est une discrimination, car simplement, il y a énormément, et j'en connais, et tous les membres de mon groupe, et tous les musiciens avec qui j'ai travaillé, j'emploie volontairement le terme musicien au masculin, que j'ai rencontrés, sont des personnes extrêmement déconstruites. Et je pense qu'exclure ces personnes des luttes est vraiment, vraiment problématique parce que, pour une question de discrimination, mais pour une question aussi de peut-être même, en tout cas pour ce dont j'ai été témoin, quasiment d'incitation à la haine. Ouais, ok. Et je trouve aussi, simplement, que, par exemple, organiser je vais faire un parallèle un peu débile, mais organiser une convention antiraciste à des gens racisés, ça n'a pas de sens. Je pense que les premières personnes qui doivent être sensibilisées et qui doivent être déconstruites et ralliées à la cause sont justement les personnes qui n'y sont pas sensibles à la base. Bon, évidemment, il y a des irréductibles, hein, on en connaît tous. Ça c'est clair. Mais je pense sincèrement que la misandrie, telle qu'elle l'est actuellement, génère de la réaction chez des gens qui pourraient aller récupérer, qu'on pourrait aller rechercher et qu'on pourrait aider à justement intégrer des valeurs plus nuancées et voire même à déconstruire à terme. Mais une réaction violente, je sais que c'est une réaction violente à une attaque violente, c'est sûr. Mais je pense que nos luttes sont tellement plus importantes. Je pense qu'elles méritent de la nuance pour aller rechercher les personnes qui peuvent être récupérées. Et je pense vraiment que les premières personnes à qui il faut parler, c'est les personnes qui ne sont pas sensibilisées. C'est pour ça que je pense que la mixité, c'est vraiment vraiment la pierre angulaire de l'avancée. Et justement, la non-mixité, elle doit rester dans des safe spaces parce que tout le monde en a besoin, et ça c'est certain, ça doit exister, ça doit rester. Mais il faut aller convaincre, il faut aller chercher. Et parce que je pense que quasi tout le monde peut être réceptif à ça. Oui, et puis c'est vrai, en fait, je pense que la misandrie est acceptable justement dans cet aspect de safe space et où c'est des femmes au sens large qui ont eu des soucis avec des hommes et donc il y a cet aspect de pas tous les hommes, mais que les hommes quand même. Et donc c'est là où je peux accepter et comprendre en fait totalement que y a des femmes qui ont eu des mauvaises expériences et qui ont des traumas elles veulent simplement pas que ça recommence et donc cet aspect-là c'est vrai que c'est totalement ok, mais je suis aussi convaincue que plus on est à en parler, mieux c'est, et donc toute parole est bonne à prendre finalement et pourquoi pas les hommes aussi.
Et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être perçu par certaines personnes comme quelque chose c'est un peu comme vendre son âme au diable, quoi. Ouais, tu te sers des hommes, t'aides, enfin voilà, tout cet aspect de si tu es allié avec des hommes, ça veut dire que tu es d'accord avec certains comportements masculins. Et enfin, moi, j'ai déjà eu des trucs comme ça. Très extrémiste comme vision et très peu nuancée, justement. Mais oui, c'est ça. C'est dommage. Et ce que je veux dire aussi avec la misandrie, je pense que ça doit rester quelque chose de systémique. Oui. Ça ne doit pas avoir de répercussions individuelles. Et j'ai connu des répercussions individuelles qui sont alors tout aussi violente que la misogynie, parce que c'est détester quelqu'un pour ce qu'il est. Et au-delà même des faits ou de ce qu'il a pu dire, et donc c'est de la stigmatisation. Mais le côté systémique et le côté déconstruction de choses qui existent depuis très longtemps doit évidemment avoir lieu, persister, mais ça c'est sûr. Et il faut se battre pour ça c'est certain. Oui, voilà, je pense qu'on est à peu près d'accord, ou en tout cas au moins on se comprend, et ça c'est déjà cool. Donc oui, ce truc du est écrit des paroles sur le fait d'être une meuf. Oui, ça aussi, mais ça c'est du backlash aussi que d'autres artistes, même dans d'autres styles musicaux, ont pu avoir. Je prends l'exemple parce qu'en ce moment ça explose les charts, mais tu prends Taylor Swift, qui a toujours été réduite à t'écris des chansons sur tes ex, t'écris que des chansons sur les mecs et sur le fait d'être une fille, et mais est-ce qu'ils ont déjà écouté du rap, ces gens-là? Oui, c'est ça. Non, j'ai pas l'impression. Et c'est vrai qu'à l'inverse, tu prends un damso qui va parler que des femmes, ça pose problème à personne. Mais non. Ça pose problème à personne, alors que finalement, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. Et c'est vrai que du coup, il y a beaucoup cet aspect aussi, on en a parlé avec Juliette, de groupe, dès que tu fais de la musique un peu où c'est plus dans l'inclusion, entre guillemets, dès que c'est écouté par une majorité de femmes, ces groupes-là vont perdre en crédibilité parce que ça devient des groupes de gonzesses, des trucs... Ça j'ai jamais eu le... Tu prends, même si c'est ridicule, mais tu prends des Beatles, des One Direction et tout ça, Mais c'est trop bien. En fait, ils ont fait des chiffres que jamais aucun autre artiste ne pourrait faire. Et donc, c'est vrai que ces côtés aussi de décrédibiliser parce que le public est plus axé féminin, c'est quelque chose, c'est un gros souci aussi, quoi. Mais je pense que c'est vraiment un rejet des gars, et c'est une espèce de... Ça a toujours été une espèce de honte d'être considéré comme... En fait, je pense qu'on déteste, on rejette ce qu'on déteste en nous, ou ce qu'on a peur d'assumer en nous, parce que y a énormément de gars qui écoutent ça. Mais il y en a beaucoup qui n'osent pas l'assumer, et ça c'est vraiment un grand problème. C'est ce côté parce que le patriarcat il pèse énormément sur les jeunes mecs aussi, énormément. Et moi je l'ai beaucoup connu, ce truc un petit peu de virilité un peu toxique. Dans le sens où on doit répondre à certains codes, s'habiller d'une certaine manière, écouter tel genre de musique. Je pense que ça pèse aussi énormément, et ça en vient à générer justement une haine et un rejet de quelque chose qu'on a en nous et qu'on devrait finalement chérir et montrer. Donc je pense que c'est aussi lié à la pression des hommes sur eux-mêmes. Oui, mais c'est ça en fait, la société patriarcale interdit aux hommes aussi de ressentir certains trucs assignés au genre féminin, alors que par exemple juste le fait de pleurer ou quoi, c'est ridicule, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a toujours été assigné beaucoup plus au genre féminin, et alors que c'est ridicule, enfin on est des humains, on peut être sensible, moins sensible, enfin c'est propre à chacun, et c'est vrai que c'est un peu débile, mais j'ai vu aussi un truc sur les réseaux il y a pas si longtemps que ça, par rapport à l'homophobie, où en gros les gens disaient en fait ce qui dérange dans l'homophobie, c'est en général, enfin chez les homosexuels, ce qui dérange c'est leur côté parfois un peu plus féminin et tout ça, et donc en fait les hommes ne détestent pas les homosexuels, les hommes détestent les femmes. Mais c'est vrai, ça m'étonne pas. Et donc il y a une espèce de transfert comme ça qui se fait, c'est toujours en fait une haine envers la féminité et pas forcément envers des groupes de personnes, quoi. C'est vraiment mais je pense vraiment qu'il y a très fort qu'il y a ce côté internisé en fait. C'est toujours comme ça, quand quelqu'un que tu détestes, c'est en général parce qu'il y a une part de toi qui y ressemble. Et un grand problème auquel il faudrait s'attaquer, c'est ça. Donc évidemment cette haine envers
la jambe féminine, mais aussi parce que c'est lié à une part, parce qu'évidemment le genre c'est un énorme spectre. Oui. Et c'est cette part que justement on a peur d'exprimer. Et moi je suis quelqu'un qui me considère quand même relativement au centre de ce spectre-là. De par notamment ma voix grave. Et je suis quelqu'un de... J'ai toujours traîné avec des gars, je suis quelqu'un de très très proche des mecs. J'ai toujours été, j'ai toujours adoré les dinosaures, les Pokémon, les machins comme ça. Donc du coup, cette question d'avoir sa part d'un autre genre, de n'importe quel autre genre en nous, et que c'est un continuum, moi je l'embrasse très fort. Oui. Et ça plaît pas à tout le monde. Ça plaît pas à tout le monde. Je me rappelle très bien le mec de mon label que je salue maintenant, qui a changé radicalement sa position, et donc c'est trop chouette, merci, qui m'a dit il faudrait un jour que tu chantes avec une voix plus féminine. Ah, oui. Et là je lui ai dit non, je ne veux pas que tu reprononces ce terme, parce que déjà ça n'a aucun sens. Non. Et puis simplement je pense que l'identité de chacun réside dans la part de chaque chose qu'on a en soi, et c'est quelque chose qu'il faut embrasser. Ouais, je suis d'accord, parce que c'est vrai que autant quand un homme a des caractéristiques entre guillemets vraiment avec des gros guillemets féminines, c'est vu comme une mauvaise chose, mais à l'inverse aussi, quand une femme, c'est tout de suite t'es un garçon manqué. Oui, manqué. Manqué. Magnifique. Non, les gars, en fait, c'est juste, je suis comme ça et j'aime ça, et en fait, il faudrait arrêter simplement, comme tu disais tantôt, j'ai toujours aimé les Pokémon et les trucs comme ça, mais en fait, ça a toujours été assigné au genre masculin, mais finalement, c'est ok d'aimer bien sûr. Moi, c'est vrai que j'ai cet aspect-là aussi, avec la musique que j'écoute, parce que en dehors du punk, du rock, j'écoute aussi vraiment du métal qui est quand même assez violent, et les gens sont là, ils me regardent, ils font mais tu veux pas écouter Taylor Swift? Ouais, c'est ça. Ou tu veux pas écouter Justin Bieber? Bah non, en fait, laissez-moi. Ouais, c'est exactement pareil. Et puis alors, mais t'as pas peur en concert? Pourquoi? Peur de quoi? Ouais, c'est ça. Je fais des mosh pits. Ouais, c'est ça. Y a pas de souci. Non, je vois très très bien. C'est quelque chose. Pourquoi les aspects de la personnalité devraient être forcément assignés au genre? C'est vrai que c'est quelque chose qui devrait être déconstruit aussi. Tout à fait. À terme, dans l'idéal. C'est vrai que c'est quelque chose de cool. Mais peut-être une chose que je voulais dire pour conclure, c'est un petit truc qui m'est arrivé il y a pas longtemps. Parce qu'en fait, avec Yaozine, on fait la tournée des jeunesses musicales. Oui. Donc c'est trop chouette. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on se lève super tôt, on va jouer dans des écoles. Dans les écoles secondaires, c'est ça? Oui, dans des gymnases avec un panneau de basket au-dessus de notre tête. Ouais. C'est toujours bien chouette. Mais la dernière fois, on a joué à Tournai. Okay. Et il y a une petite meuf qui est venue me trouver, tout le groupe, et qui a posé une question à tout le monde sauf à moi. Et elle leur a dit: ça vous dérange pas que ce soit elle la leaduse? Et alors ils ont tous répondu: mais absolument pas, c'est sa musique, et si c'était pas elle, je ne sais pas qui ce serait. Et donc du coup elle m'a regardée comme ça avec des énormes yeux, et je lui ai dit: mais si tu veux leader ton truc, fais-le. Oui. Et elle m'a regardée comme ça avec des étoiles dans les yeux, elle est repartie en courant, et je me dis qu'il y avait déjà quelque chose qui avait changé, et c'est génial. Parce que, à mon avis, quelqu'un a dû lui dire c'est parce que t'es une fille, tu peux pas avoir ton propre groupe. Peut-être. Et voilà, donc je trouve ça super, comme elle a d'abord adressé la parole à eux, et puis quand ils ont dit ça, directement elle s'est adressée à moi, et sa vision des choses avait vraiment changé, ça s'est vu. Mais ça, c'est chouette de faire... En fait, avec tous ces événements-là, de planter des petites graines. Bien sûr, c'est de la transmission. Ouais, c'est ça. Dans les têtes des jeunes filles, parce que c'est ce que moi, en tout cas, j'espère dans un monde idéal, qu'il y ait beaucoup plus de femmes qui veulent se lancer dans des projets artistiques, peu importe que ce soit musical ou vraiment au niveau purement art plastique. C'est vrai que c'est quelque chose, c'est hyper important, en fait. Bêtement, tu prends même dans la mode et tout ça, c'est vrai qu'on visibilise beaucoup plus les créateurs masculins, alors que des femmes, il y en a plein et qui sont encore plus douées, et voilà, et c'est vrai que c'est hyper important, en fait, je pense, toujours d'avoir une espèce dans un coin de sa tête, de se dire peut-être que j'ai changé la mentalité de quelqu'un, et les générations futures, et ça, c'est vrai que c'est quand même beau. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a des changements, en tout cas quand je vois ma génération, quand je vois comment les musiciens, musiciennes voient
les autres musiciens, musiciennes. Je crois vraiment que cette marge d'égalité, elle est en approche. Même s'il y a encore des extrêmes des deux côtés, je pense que le fait qu'il y ait un autre extrême, je pense qu'à un moment donné, forcément, ça va se rejoindre. Ça va se rejoindre, c'est certain. Et que, pourquoi pas, dans un monde idéal, on vive tous tranquille. Bon, c'est un peu utopiste comme vision, mais j'espère aussi que le genre humain aille, ce soit juste le genre humain finalement, et que tout le monde... En tout cas, moi j'ai confiance. Ouais. De plus en plus. C'est cool. Bah écoute, merci. Je sais merci pas si tu as la promo de quelque chose à faire en particulier. Alors, au niveau promo, donc, on sera en concert avec Eosine le 21 juin. On fait de la musique au cinquantenaire à 20h. Ouais, ok. Donc, tout beau créneau, on est super contents. Trop bien, ouais. On va sortir plein de petits morceaux dans le courant de l'été, ça va être chouette. Les vinyles de Tokyo Witch arrivent tout bientôt. Ah, trop bien ça. L'album de Utoko est sorti il y a 1 mois. Un single d'Eosine est sorti il y a 1 mois. Un album de la Chorale Anima est sorti il y a 1 mois. Ouais, il y a eu beaucoup de sorties il y a 1 mois. Donc voilà, plein de choses à aller écouter, soutenir les groupes locaux. Et voilà. Oui, aller aux événements, c'est ça. soutenir les groupes, et puis du coup, suivez, j'imagine que c'est Eosine sur Instagram. Eosine.band voilà. sur Instagram. Et Tokyo Witch. .be, un truc comme ça. Ok, bah, sur Insta et aussi. Tokyo Witch, on me trouve. Oui, voilà, c'est ça. Et à bientôt, et puis qui sait, peut-être pour d'autres projets. Salut, merci. Merci. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à me donner votre avis sur certains sujets, sur certains passages qu'il y a eu dans la vidéo. N'hésitez pas à interagir avec nous, à me donner des avis peut-être pour améliorer le projet. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures musicales.